Des exemples de tests de thé. Commençons par l'exemple qui a pour but de montrer les effets de l'alcool sur la performance en conduite automobile. Un chercheur a conduit l'expérience suivante auprès de 24 personnes. Les 24 personnes ont été sélectionnées de façon aléatoire, de façon à avoir un échantillon représentatif. Les 24 personnes ont été divisées en deux groupes. Un premier groupe qui a consommé de l'alcool avant de faire une simulation en conduite automobile. Le deuxième groupe n'a pas consommé d'alcool avant de faire la même simulation. On a mesuré la performance pour chacun des 24 participants. Ceux qui avaient consommé de l'alcool ont obtenu en moyenne un score de 62, alors que le score moyen de ceux qui n'avaient pas consommé d'alcool était de 81. Les écarts types sont donnés également dans le tableau. Il est clair que, dans notre échantillon de 24 personnes, ceux qui ont consommé de l'alcool ont en moyenne un score plus bas que ceux qui n'ont pas consommé d'alcool. La question est de savoir si on peut conclure que l'alcool nuit à la performance en conduite automobile pour la population au complet. L'énoncé ici précise le sens du lien. Nous allons donc formuler les hypothèses. H0, il n'y a pas de lien entre la consommation d'alcool et la performance en conduite automobile. L'hypothèse H1, la consommation d'alcool nuit à la conduite automobile. Choisissons pour le seuil de signification la valeur de 5%. On aurait pu prendre 1 également. Vérification des conditions d'application. Les sous-groupes N1 et N2 devraient être inférieurs à 30. La condition est respectée. Calcul de la variable d'écart. La variable d'écart ici mesure l'écart entre les deux moyennes de l'échantillon. C'est une statistique, ça veut dire que cette variable d'écart va varier en fonction de l'échantillon que l'on aura tiré. Si cette variable est négative, on prend la valeur absolue. Nous allons décortiquer la formule de T en 3 petits morceaux pour que ce soit plus facile à le calculer. En A, vous avez la différence entre les deux moyennes échantillonnales. Le B et le C, ce sont les racines. Et je peux calculer facilement le T en mettant les chiffres en dessus et en dessous du numérateur. Le T est ici de moins 7,65. Je prends sa valeur absolue. SPSS me donne en général la probabilité que le chercheur se trompe. Nous ne l'avons pas ici. Étape 7, étape 5, la détermination de la valeur critique. Cette valeur se lit dans la table des valeurs critiques du T de Student. Elle dépend du nombre de degrés de liberté, du seuil de signification et de la nature du test. Nous avons un test unilatéral. Nous allons donc prendre la valeur du T qui correspond à la colonne de 5% et au nombre de degrés de liberté de 22. Notre valeur critique est de 1,717. Étape 6, nous formulons la règle de décision. Nous pouvons prendre la formulation qui consiste à comparer la valeur calculée de T et la valeur critique que l'on trouve dans la table. Je peux également choisir la formulation qui consiste à comparer la probabilité que le chercheur se trompe avec le seuil de signification alpha que l'on a choisi. On peut représenter également la règle de décision avec le schéma que vous avez là. Vous avez un graphique qui montre la distribution de T. Et vous voyez que si le T est plus grand que le T critique, nous nous trouvons dans la zone de rejet de H0. Ça veut dire que l'écart entre les deux moyennes est suffisamment grand pour que nous puissions conclure que les moyennes sont vraiment différentes et par conséquent, une des moyennes est plus grande que l'autre. Un T plus grand que la valeur critique correspond également à une probabilité que le chercheur se trompe plus petite que le seuil de signification. Je prends enfin la décision, puisque la valeur absolue de notre variable d'écart
est plus grande que la valeur critique, on rejette H0 et on peut conclure que la consommation d'alcool a une influence négative sur la conduite automobile. Faisons un autre test. Nous allons reprendre la même expérience avec ici les mêmes chiffres, juste pour vous montrer la différence entre un test unilatéral et un test bilatéral. Alors ici, on recommence une expérience et on va supposer que les personnes de mon échantillon ont consommé une autre boisson que l'alcool. Le groupe est à nouveau divisé en deux. Le premier groupe a consommé du Red Bull, le second n'en a pas consommé. Et vous voyez que dans mon échantillon, les personnes qui n'ont pas consommé de boisson ont une moyenne qui est supérieure à la moyenne du groupe qui a consommé la boisson. La question est de savoir, est-ce qu'on peut arriver à la conclusion qu'à l'échelle de la population, il va y avoir aussi une différence entre les deux moyennes? Dans cet énoncé, on n'indique pas le sens. Rien n'indique dans quel sens le Red Bull va influencer la conduite. Je formule les hypothèses. L'hypothèse H0 est la même que tantôt, à part qu'on a remplacé l'alcool par une autre boisson. L'hypothèse H1, on indique que la consommation de Red Bull influence la conduite automobile sans préciser de sens. On a donc un test bilatéral. Le choix du seuil ne change pas. La vérification des conditions d'application reste la même. Le calcul de la variable d'écart ne change pas. Détermination de la valeur critique. Elle se lit dans la table des valeurs critiques. Elle dépend du nombre de degrés de liberté, du seuil de signification. Mais puisque le test est bilatéral, on divise alpha par 2. Et nous regardons dans la colonne 2,5. Notre valeur critique ici est égale à 2,074. Je formule la règle de décision, c'est la même que tantôt. Je peux choisir la première formulation ou la deuxième en bleu. Ici, je n'ai pas la probabilité que le chercheur se trompe. Je vais donc choisir la formulation qui est inscrite en noir. La décision, puisque la valeur absolue de T est supérieure à la valeur critique, alors on rejette H0 et on peut conclure que la consommation de Red Bull influence la conduite automobile. Avec SPSS, nous pouvons également produire le test de T. SPSS va nous calculer la variable d'écart et nous calculer la probabilité que le chercheur se trompe. Ça se trouve sous le T et sous le sigma bilatéral. Nous allons finir avec un exemple de test de T. Si nous avions été en classe, nous aurions fait le labo 6. Dans le labo 6, il y a 2 tests de T à faire. Ici, nous en faisons un. Nous voulons voir si les hommes ont un revenu plus élevé que celui des femmes. Lorsqu'on fait la commande, SPSS me donne 2 tableaux. Le premier tableau, celui que vous avez à l'écran, vous montre les statistiques des 2 groupes. C'est-à-dire ici, j'ai des hommes et des femmes, j'ai leur revenu annuel. Alors vous allez avoir le revenu moyen pour les femmes, celui pour les hommes, l'écart type des femmes, l'écart type des hommes ainsi que la taille de mes 2 sous-groupes. La dernière colonne correspond à l'erreur type. En la multipliant par 1,96, on aurait la marge d'erreur à 95%. SPSS me donne également un deuxième tableau. Dans le deuxième tableau, vous avez la valeur du T qui est négative, moins 4,2. Nous prenons la valeur absolue. SPSS me donne le nombre de degrés de liberté et me donne également la probabilité que le chercheur se trompe. Ça se trouve dans la première ligne sous l'hypothèse de variance égale. La probabilité que le chercheur se trompe est très proche de 0%. Étape du test. L'énoncé précise le sens du lien. Les hommes ont un revenu supérieur aux femmes.
L'hypothèse du chercheur ne doit pas être contredite par le tableau que vous aviez en numéro 1, c'est-à-dire que le revenu des femmes de l'échantillon doit être inférieur à celui des hommes pour que l'énoncé fasse du sens. L'hypothèse H0, pas de différence entre le revenu des hommes et celui des femmes. L'hypothèse H1, les hommes ont un revenu supérieur aux femmes. Le choix du seuil, gardons un seuil de 5%. Vérification des conditions d'application. Ici, N2, le nombre d'hommes est plus grand que 30. La condition n'est donc pas vérifiée, mais nous continuons. Calcul de la variable d'écart. SPSS me la donne. Nous prenons la valeur absolue. SPSS me donne également la probabilité que le chercheur se trompe. Elle est proche de 0%. La valeur critique se lit dans la table des valeurs critiques. Le nombre de degrés de liberté étant de 68, vous cherchez donc la valeur qui correspond à degré de liberté 68 et le seuil alpha de 5%. Dans le cahier de notes, le nombre de degrés de liberté maximum s'arrête à 50, alors nous allons prendre cette valeur-là, 1,676. Étape 6, je formule la règle de décision. Il y a 2 façons de la formuler. Je vais regarder la deuxième, puisque j'ai maintenant la probabilité que le chercheur se trompe. Décision, puisque la probabilité que le chercheur se trompe est inférieure au seuil de signification, on rejette H0 et on peut conclure que les hommes ont un revenu supérieur aux femmes. Et voilà, terminé. Merci.